Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un nouvel invité pour traiter d'un sujet hautement stratégique, hautement crucial pour l'industrie et la souveraineté française, puisque je vais recevoir Florent Gabriel, qui est participant à l'initiative Flex Grid, qui consiste à faire une contre-offre à Exaion dans le cadre du rachat par l'américain Mara. Alors évidemment, on va tout vous expliquer avec Florent pour tout comprendre de ce sujet. Mais avant de le recevoir, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, à commenter aussi, bien sûr, c'est très important, et à partager la vidéo pour deux raisons. Déjà, parce que ça nous soutient et ça nous aide énormément, mais aussi parce que vos proches, je pense, ont tout intérêt à savoir et à comprendre ce qui se joue aujourd'hui en coulisses dans l'industrie énergétique, mais également blockchain et intelligence artificielle. On va y revenir également avec mon invité. Donc, c'est suffisamment stratégique pour que c'est votre devoir de partager cette vidéo. Voilà. À côté de ça, vous pouvez, bien évidemment, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en faisant un don en euros ou en crypto. Simplement, vous avez tous les liens en description de la vidéo et je vous les mets également là en dessous. Ça doit défiler en bas de votre écran, comme on dit à la télé. Bien, eh bien, écoutez, si vous êtes prêts, eh bien, on va se lancer. C'est parti. Et on va recevoir Florent. Salut mon Florent, comment tu vas? Salut, tu vas bien? Écoute, ça va très bien. Merci d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rejoindre cet après-midi. Je t'ai demandé il y a 1 ou 2 jours de cela si tu étais disponible. Tu as bousculé ton agenda pour te rendre C'était disponible. Et merci pour ça. À noter que tu étais venu dans l'émission il y a quelques jours de cela. C'était jeudi dernier. Et c'était exceptionnel. D'ailleurs, la vidéo est évidemment disponible sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur Florent et aussi sur plein de sujets qu'on a évoqués ensemble. Mais aujourd'hui, on va parler. D'ailleurs, on en avait parlé jeudi, mais tu m'avais pas dit, petit malin, ce qui se jouait en coulisses parce que tu voulais venir, tu voulais revenir. on ne montre jamais toutes les cartes. Bon, alors rapidement, mon Florent, puisqu'on se connaît, on est amis, on ne va pas se cacher. Est-ce que tu veux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Yes, bien sûr, en très rapide. Donc, je suis Florent Gabriel, cofondateur de Blob.io, qui est une solution de minage de Bitcoin et pas que, clé en main pour des investisseurs. On cherche des surplus énergétiques sur la planète et on fait du mining sur ces surplus parce que c'est là où c'est rentable, avec une solution où les machines appartiennent aux clients pour qu'ils puissent amortir comptablement, passer en charge les lecs et obtenir leur rendement directement dans leur portefeuille. Donc, on n'est pas une société d'investissement, on pourrait le croire, mais c'est pas le cas. On est une société qui permet à des gens en fait de miner du Bitcoin, mais pas chez eux, avec de l'électricité pas chère. On s'occupe de tout, de A à Z, et on prend et en fait, si le client gagne de l'argent, on gagne de l'argent. S'il n'en gagne pas, on n'en gagne pas. Voilà, en très rapide. Et pour donner le contexte d'aujourd'hui aussi, ancien électrotechnicien pendant plus de 7 ans à EDF sur des barrages hydroélectriques. Donc technicien, automaticien, mécanique, pneumatique, électrotechnique. Il y avait un peu trop de hic pour que je reste. Et donc même avant sur le réseau électrique aussi, pendant 2 ans sur les pylônes, tout le réseau électrique. À Alstom également, donc tu vois, il y a un peu tout qui est connecté pendant quasiment 3 ans sur les alternateurs. Donc toute ma carrière dans la technique quasiment, et aujourd'hui dans le mining de Bitcoin depuis 2019 pour moi, fin 2019, et 2016 pour mon associé Julien. Voilà. Merci beaucoup, mon Florent. Alors, j'ai deux choses à te dire avant, encore une fois, qu'on rentre dans le vif du sujet. D'abord, il semblerait qu'il y a de l'herbe qui pousse sur ton mur. Fais gaffe. Voilà, J'ai pas fini la déco. Ma femme a fait une reconversion. Elle est en train de me faire la déco du bureau parce que je suis en train de déprimer là-dedans. Ok, donc là déjà, au moins, on est rassuré, hein, ça va, tu es au courant. Et deuxième chose, peut-être rapidement, petit instant promo, je crois qu'il y a une différence quand on passe par ta boîte que quand on passe par d'autres boîtes où on achète des machines, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, chez toi, je crois, on a accès en temps réel. Non, mais c'est ça, en gros, tu m'as expliqué. Avec toi, on a accès en temps réel à ce que fait la machine. C'est ça, il y a une petite différence?
Ouais, alors c'était vraiment pas prévu, je voulais vraiment juste parler d'Exaion et Ah du mais truc et pas frérot, de c'est pas sponsor, c'est juste ça me ouais, fait. non, mais on le dit, c'est pas sponsor, c'est pas le but. Je veux même pas parler de Blob en vrai parce que je Ah trouve que ça c'est. va, on est entre nous, on s'en fout. Ouais, Raconte. c'est un live, personne va le regarder de toute façon, t'as personne qui te C'est suit, j'y 4 suis en déjà. ligne, 6. Voilà. Là, tu peux être sûr que les mecs de Mara, peut-être qu'ils sont là, tu sais, les boîtes d'intelligence économique et tout. On va les recevoir d'ailleurs. On va donner Bonjour à la vous. parole. Ouais, donc, si vous êtes là et que vous nous Mais en gros, regardez, voilà, on vous c'est quoi reçoit. la différence avec Blob, avec les autres rapidos? C'est important quand même. Blob, je l'ai créé à l'image d'une boîte de mining que moi j'aurais aimé rencontrer. C'est-à-dire que les machines appartiennent aux clients, comme je te l'ai dit avant, mais surtout que tu as une transparence totale. C'est-à-dire que tu as un accès à la blockchain, à la pool de mining. Voilà. Donc, il n'y a que nous, lol, comme d'hab. Odile, j'adore. Salut Odile. Donc, non, effectivement, pour moi, c'est important quand tu fais du minage de Bitcoin d'avoir accès à tes machines on-chain. Donc, on-chain, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la blockchain directement, pas une page web que je t'ai développée rapidement avec un petit GIF ou GIF, il y a la bataille des deux camps toujours, qui clignote, qui dit Trust me, bro, ta machine tourne, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très important en matière de traçabilité et c'est quand même la base hein, quand on est dans la crypto, même si nous-mêmes, on ne peut pas forcément miner chez soi. Si on passe par un tiers, on a quand même envie d'avoir un œil transparent sur ce qui est en train de se faire. Donc, ça fait complètement sens. Ouais, et je voulais surtout être AMF et Mika Psan Proof pour avoir bossé dans une boîte avant où j'ai vu les envers du décor de la compliance et de la LCBFT, lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. C'est quand même très complexe. Et en fin de compte, quand on a créé la boîte, j'ai tout de suite dit, ok, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait passer Psan ou Mika? Il faut l'éviter complètement. Donc on ne fait pas de conservation d'actifs, les machines des clients appartiennent aux clients, elles vont produire directement dans le portefeuille du client. Ça passera jamais chez nous. Ça tombe directement dans son wallet à lui. Et le deuxième chose, tu fais pas de conservation d'actifs, pas de conversion crypto to crypto, crypto to fiat, etc. Donc voilà, on est des vendeurs de hardware et des hébergeurs de hardware et des dénicheurs d'électricité. Voilà. Ok, merci pour ça. Alors, écoute, maintenant, on va y aller. Hein, ça y est, hein, c'est le moment. Alors, si tu veux, pour que tout le monde comprenne bien, parce que toi, à mon avis, tu me baignes dedans là depuis des années, et là particulièrement sans doute depuis des semaines. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que déjà on peut revenir sur l'histoire d'Exaion et EDF? C'est quoi cette histoire? EDF, tout le monde connaît. Par contre, Exaion, à part un microcosme New Tech, blockchain, peut-être IA, personne ne connaît. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'origine de cette filiale d'EDF qu'est Exaion? Ouais, bien sûr, tu pourras même compléter parce que j'ai vu ce que l'on pense, Jérém, j'ai vu que tu as travaillé le sujet, donc je l'ai vu ton truc avant. Clairement, c'était une coquille vide quasiment. Quand il y en a certains qui se disent ouais, n'importe quoi, c'est pas une pépite. Ouais, c'est vrai à l'instant T, mais souvent les pépites d'or ou les gemmes et les diamants, c'est derrière un rocher, quoi. Faut polir, faut tailler, et on peut en faire une pépite. On trouve pas un diamant poli dans une rivière, quoi. Il faut le travailler. Et c'est pareil pour Exaion. Exaion, c'était filiale HPC, blockchain, calculateur, mais ils se sont interdits eux-mêmes pour des raisons politiques ou manque de courage politique, je sais pas. Ça se trouve, le CEO Fatih à l'époque, il voulait faire du minage de Bitcoin et on lui a dit non. Hein. Tu sais, si à un moment je jette pas la pierre, je sais comment ça fonctionne. Moi, pourquoi je jetterais la pierre à des gens qui disent que le Bitcoin c'est de la merde alors que je l'ai dit moi-même en 2013? Tu vois ce que je veux dire, Jérém? Donc, il n'y a pas de malhonnêteté intellectuelle. En gros, pour résumer, Exaion, c'est un pôle qui a été lancé, un espèce de pôle innovation, corrige-moi si je me trompe, hein, Oui. qui a été lancé en 2020 Ouais. par EDF Pulse Incubation. On va y revenir parce que c'est important, EDF Pulse. Voilà. Et l'objectif de ce pôle, c'est de valoriser les surplus d'énergie nucléaire grâce à des activités. Donc, en gros, la France produit de l'énergie, on en produit trop par rapport à ce qu'on consomme. Le surplus, comme on ne peut pas le stocker, il faut le valoriser. C'est pas leur objectif de base. Hein. Ah ouais? Non, c'était pas forcément leur objectif de base, non. Bah non, sinon ça serait déjà fait, sinon il y aurait plus de surplus. Tu penses bien qu'elle serait pas déficitaire, la boîte. Donc ils sont restés dans juste de la validation, que ce soit des nœuds Ether, que ce soit du Tezos. Ils sont restés dans comme les maxi BTC appellent ça la shitcoinerie. Chacun son débat. J'adore voir vos débats sur Twitter sur ça, même si j'y participe pas. Mais ils sont jamais allés sur Bitcoin, effectivement, et l'erreur, elle est là.
Ça veut dire Non, mais que il y a plein de façons de valoriser le surplus ah oui, d'énergie. complètement, tu Il y pourrais a faire de l'électrique, l'hydrogène, il y a l'IA, oui, tu pourrais il y a faire de l'IA et tout, mais OK, tu pourrais le valoriser. Si ton électricité était tout le temps en surplus, le problème, c'est que c'est pas le cas, Jérôme. Le problème, c'est à l'heure des énergies intermittentes, des énergies renouvelables, du solaire, de la petite hydraulique, tout ça, c'est en obligation d'achat. C'est-à-dire que tu es obligé de l'acheter et le reste s'adapte. Et ben, le problème, c'est que ça te fait des pics mais monstrueux sur le réseau. Parce que parfois, à 16h ou à 15h, tu as un soleil max en Allemagne, le vent, il souffle en Espagne, et d'un coup, ton prix de l'élec, il devient négatif. Tu sais ce qui se passe quand le prix de l'élec, il devient négatif? on C'est pas jette, toi. non? C'est pire. Ouais, si alors, non seulement, comme on ne sait pas stocker l'électricité, oui, mais il y a des piles, il y a des batteries. Oui, oui, bon. En grosse quantité, on ne sait pas. La seule manière qui a été trouvée de le faire, ça s'appelle des steppes. Des steppes, c'est des barrages. On remplit deux lacs, une vallée. Et il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien du tout. C'est pas de grand maison. Je ne sais plus comment il s'appelle dans les Ardennes. Bon, c'est pas grave. Grosso modo, tu pompes la nuit l'eau quand l'électricité. En tout cas, tu le pompes quand elle est pop. Là, à l'époque, c'était la nuit. Maintenant, c'est plus pareil, puisque les gens ils commencent à charger leur bagnole la nuit. Enfin, tu vois, les habitudes changent. Les habitudes changent. Peut-être que tes heures creuses, ça sera la journée bientôt d'ailleurs. Donc, quand l'électricité est pas chère, tu pompes. Et quand l'électricité est chère, tu turbines. Pour tout le temps avoir l'offre et la demande équivalente. C'est le seul truc qu'on a trouvé aujourd'hui. Mais ça suffit pas. Ça suffit plus. Il y a trop de variations. Et effectivement, comme tu le dis, on jette. Quand je travaillais sur le barrage à Strasbourg, sur le Rhin, je peux le dire, si tu savais le nombre de fois où on a été appelé, mes collègues sont encore, enfin mes collègues, c'est à l'abus de langage, mes anciens collègues sont encore appelés régulièrement pour couper la production. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on appelle ça un barrage, en fait, c'est une usine hydroélectrique. Soit ça passe dans les turbines, soit ça passe au barrage, donc dans des vannes. L'électricité n'est pas turbinée. Quand tu as 1000 mètres cubes secondes qui passent, qui est grosso modo 100 mégawatts heure, sur 10 ou 11 barrages, si cette électricité, tu la fais passer au niveau des vannes, c'est de l'électricité qui est perdue à jamais. Elle reviendra jamais, cette eau. C'est de l'électricité qui est perdue. Donc, mais pourquoi tu la perds? Parce que si tu l'envoies sur le réseau, tu payes. En fait, si le prix est négatif, c'est-à-dire que si tu la produis, tu vas payer parce que tu mets le réseau en danger. Donc, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui doit allumer des bancs de charge. Des bancs de charge, ça coûte des millions, c'est des grosses résistances, c'est des crippins. Tu vois, le crippin que tu descends chez toi, il y en a des géants qui vont chauffer pour dissiper l'énergie. Et alors, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, on disait oui, on risque un blackout en hiver parce qu'il n'y aura pas assez d'électricité. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Récemment, l'année dernière, on nous a dit que il n'était pas impossible qu'il y ait des coupures d'électricité. C'était à l'hiver 2024. Sans doute qu'on va nous refaire la même chose en janvier. Mais le cas peut-être le plus fréquent, c'est ce qui s'est passé récemment en Espagne. En Espagne, j'imagine. Ah oui, je le suivis complètement. Et le problème, c'est que tu as aujourd'hui, vu que tu es dans quelque chose de très variable, de moins prédictible qu'avant, tu n'as pas de consommateur flexible. Et l'IA, c'est bien, Jérém, mais l'IA, c'est pas flexible comme le mining. L'IA, ou même les data centers, tu peux pas dire à OVH, bon, si tu es en train de jouer à World of Warcraft et que ta partie elle se coupe, c'est pas grave. Mais imagine, tu as les hôpitaux, tu vois, de Paris, où ce que tu veux, d'un coup, il n'y a plus de serveur. Bah désolé, il n'y a plus d'élec, on a dû couper OVH. Ah ouais, c'est problématique. Ah bah AWS tourne plus. Ah bah c'est problématique. Tu peux pas couper les data centers qui ont de la donnée ou qui font du calcul, qui font de l'intelligence artificielle, comme tu peux couper le mining. Le mining, il se coupe. Alors justement, donc merci pour ces éclairages et c'est hyper important d'introduire ça parce que tout le reste sinon n'a pas de sens ou alors on comprend rien. J'ai cru comprendre qu'en 2018, il y avait un projet qui a été proposé à EDF qui s'appelle FlexMine et qui consistait à l'époque déjà, 2018, de proposer de valoriser ce surplus de production d'énergie grâce au minage de Bitcoin. À l'époque, EDF, je crois. Alors, je ne me suis pas penché sur le détail, mais sans doute que c'était lui. Mais en même temps, c'est important parce qu'aujourd'hui, il est à l'initiative de FlexGrid, mais sans personnaliser la chose. En tout cas, on leur a proposé de faire du minage de Bitcoin et ils sont restés très prudents. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, ou alors selon les raisons officielles, EDF a toujours été, jusqu'à là, récemment, visiblement, très prudent sur le minage de Bitcoin? C'était quoi le problème?
Je pense qu'avoir raison trop tôt, c'est souvent avoir tort. Et que le monde n'était pas prêt. On a eu une discussion entre plusieurs personnes et quelqu'un me disait oui, il y a le train Marat qui est en train d'ouvrir la porte du minage en France. Vous êtes à pied. Je suis pas d'accord du tout. C'est oui, mais vos initiatives n'ont pas fonctionné à l'époque. J'ai oui, mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Si tu disais il y a 1000 ans, ou non, même avant, parce qu'après, il y a 2000 ans, que la Terre était ronde, on te coupait la tête. Tu vois ce que je veux dire? Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. À l'époque, on avait tort parce que les politiques n'étaient pas prêts, les gens n'étaient pas prêts, Bitcoin était sale, les Américains n'étaient pas sur Bitcoin, et là, il y a un changement politique complet. Ça veut dire qu'il y a des mecs, il faut rendre à César ce qui a été fait par César, des mecs comme Sébastien Gouspillou, d'autres qui étaient là avant que moi j'arrive, en 2019, qui ont préchauffé le terrain. Puis après, on a chacun fait notre part du job. Les politiques l'ont compris de plus en plus. T'as Asselineau qui en a parlé, t'as Éric Ciotti qui en a parlé, t'as François Hollande qui en a parlé, t'as Marine Le Pen qui en a parlé, il y a Monsieur Latombe, député, qui en a parlé, t'as un député LFI, je me rappelle plus son nom, qui en a parlé. C'est même pas que... Au début, on dit oui, mais c'est que l'extrême droite. Non, c'est plus que l'extrême droite. C'est tout le monde. Et Trump, on a beau l'aimer ou pas l'aimer, c'est peut-être lui qui a été un peu un déclencheur. Quand les États-Unis ils font quelque chose, la France, on aime bien suivre. Mais il n'y a pas que Trump, c'est mondial en fait. Si on reste sur l'époque, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, pourquoi, quelles étaient les raisons qui étaient évoquées à l'époque pour EDF? C'était essentiellement l'enjeu environnemental et écologique. Il y avait déjà à l'époque un lobby écolo qui disait que miner du Bitcoin, ça représente la consommation électrique parfois de pays entiers. Ouais. C'était ça la raison qui était évoquée, en tout cas en public. Je pense pas qu'il y a que ça. Il y avait un gros lobbying bancaire anti-Bitcoin. Maintenant qu'ils sont dessus, ça va mieux. C'est un peu comme les néobanques à l'époque. On disait les néobanques, c'est le diable. Une fois que toutes les néobanques ont été rachetées par toutes les grosses banques, les néobanques, c'est génial. C'est un peu pareil. Donc Bitcoin était assez mal vu à l'époque. Mais Bitcoin n'est pas l'aboutissement. Bitcoin est un outil de rentabilité pour cette énergie. Il faut bien comprendre ça. Ça, nous, on le comprend maintenant. Oui, et on oui. va y revenir. À Maintenant, l'époque, peut-être pour eux, c'était sale, donc écologiquement. Et puis, il y avait aussi l'enjeu réglementaire. On rappelle qu'en 2018, il n'y a pas encore la loi Pacte qui sera votée en 2019 avec une application réelle en 2020. Et donc, ni régulé, ni écolo, ça faisait pas bon ménage. Alors, ce que tu dis, en revanche, est intéressant avec peut-être le lobby bancaire aussi qui voulait pas voir venir ces monnaies virtuelles. On appelait ça comme ça à l'époque. Et on va pas se mentir, à ce moment-là, pas longtemps après, tu as le début du Covid, ils avaient autre chose à penser. Mets-toi à la place d'un mec qui est politique, tu vois, qui est pas forcément technique. Parce que, en fait, à ce niveau de poste, à EDF, c'est des politiques, hein, c'est plus des techniciens. C'est des politiciens. Au sein de ces gros groupes, à la direction. L'État est participant. Je crois que le président d'EDF est nommé par le président de la République ou un truc comme ça, pas loin. Donc oui, non, mais ça, il y a sans doute une bonne dose d'incompétence, d'ignorance et aussi des enjeux politiques où ils veulent pas se mouiller. Après, il y a peut-être aussi... Ouais, il y a aussi peut-être un élément aussi à l'époque, peut-être l'électricité elle est moins chère qu'aujourd'hui aussi, peut-être le marché est pas le même. C'est pas le même, non, c'est pas le même. C'est pour ça que je te dis avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Est-ce que moi, tu m'aurais dit politiciens 2018, oui, c'est pas normal, ils ont été cons. Non, je pense pas qu'ils ont été cons. On aurait, à leur place, dans leur poste, avec leur prisme de vision, tu aurais peut-être pensé comme eux. Donc, non, je pense que le moment, il est adapté maintenant. Et c'est pour ça, quand je dis ça y est, quelqu'un a réussi à lancer le train, non, le train, il est prêt pour tout le monde, là. Les gens sont prêts. On y est. Tu vois, je veux dire, on n'a jamais été aussi prêts. Je te jure, Jérém, si on m'avait dit il y a 2 ans, que j'aurais eu ce débat aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru, je ne l'aurais jamais cru. Donc, alors, ça avance dans le bon sens. Et je vais dire un truc, on peut me jeter des cailloux dessus, que Marat mine en France. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Vraiment. Qui je serais, moi, pour dire, c'est pas normal, Marat vient miner en France, alors que nous, on mine tous ailleurs, dont les États-Unis. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Non, ce qui est pas on y reviendra sur les risques de laisser un Américain. Ce qui n'est pas OK, c'est exclusivité, privé EDF pendant 2 ans. Et en fait, c'est quelque chose qui a quand même été payé par nos parents, qui a été payé par les impôts, qui a été payé par tout le monde. N'allons pas trop vite, si tu veux bien.
Parce que j'ai Florent, m'informer. oui, parce que, encore une fois, je sais qu'on a envie d'aller vite, mais j'essaye d'y aller avec itération. Tu me connais, je suis un peu toqué, hein. Bon, alors maintenant, on a compris c'est quoi Exaion. On a compris pourquoi ils ont refusé jusqu'à maintenant Bitcoin, le minage, tout ça, tout ça. Maintenant, Mara, ils viennent pas comme ça. Ils viennent parce que Exaion va pas bien. C'est-à-dire que si Exaion était au top du top, il n'y aurait pas de proposition de rachat, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc là aussi, intéressons-nous à la situation d'Exaion, qui va pas très bien du tout. Je ne sais pas si tu es au courant, moi je me suis un petit peu renseigné. C'est en déficit complet. Alors justement, expliquons un peu à notre audience pourquoi justement, quelles sont un peu les raisons qui font qu'Exaion aujourd'hui est en déficit complet. Les chiffres sont effectivement flippants. Tu as des infos là-dessus? Tu veux que je te lance un peu comme tu veux? Franchement, je vais pas me prononcer sur un truc que j'ai pas creusé de pourquoi Exaion est en déficit exactement, parce que un déficit comptable n'est pas forcément si grave que ça dépend ce que tu as préparé. Tu as des boîtes comme Uber qui étaient en déficit des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est en déficit. En fait, c'est trop facile de dire oh, c'est de la merde, c'est en déficit. Mais non, il y a plein. On va pas aller là, mais l'idée, c'est entrepreneurialement parlant, c'est pas parce que c'est en déficit que le projet est mal. non, mais là, il y a des défis qui sont structurels chez EDF. Notamment, on a eu la crise énergétique de 2022 suite à la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est fondamental parce qu'évidemment, ça a gonflé la dette à des niveaux records malgré une renationalisation complète en 2023. Et donc, ils font des records, mais la dette étant tellement importante, ça ne suffit pas. On a eu aussi le retard qui a été pris sur le nucléaire suite, tu sais, aux accords écolo Hollande, etc., qui font qu'on a perdu une grande partie. Flamanville aussi, tu as eu plein de trucs. De quoi? Tu as eu Flamanville, le retard énorme qui a coûté des milliards et des milliards. Retard, on a eu la fermeture de Fessenheim, on a un problème aussi sur la filière de recrutement, etc. Donc bon, ça pose évidemment des problèmes. Et en fait, en gros, si j'ai bien compris, on a récemment le marché qui s'est repris, on a des prix bas de l'énergie, on a un EBITDA positif. Malheureusement, c'est compliqué pour Exaion parce que eux, ils ont des pertes cumulées, croissantes. Là, on parle de moins 0,77 millions en 2020. Là, on est à moins 4,4 millions en 2024. Ça, c'est juste Exaion, hein, la filiale un peu innovation, hein, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que Mara, ils sont en train de racheter quelque chose qui est en train de couler. C'est pourquoi. Pourquoi une boîte qui fait du minage de Bitcoin souhaite racheter un truc. C'est des arguments que j'ai vus passer dans des channels, dans des trucs Telegram, Twitter, de mecs qui vont facilement attaquer des influenceurs, mais qui comprennent pas qu'il faut défendre autre chose, tu vois. Enfin, ça mérite un peu le poil. Et la vraie question, c'est ça, c'est est-ce qu'ils sont tellement cons pour acheter un truc qui fait que perdre de l'argent? Non, mais en fait, la question, c'est pas est-ce qu'ils sont trop cons pour acheter, c'est pourquoi EDF est vendeur. En fait, il faut d'abord. Je pense qu'il n'y a pas de complot. Je te le dis. Il y a des gens qui voient le complot. Mais je te le dis parce que je le vois, les commentaires et trucs et tout. Okay, il y a beaucoup de gens qui pensent au complot. Je l'ai vu sous des vidéos, qui ont été vendus. Non, je pense qu'ils sont persuadés d'avoir fait une bonne affaire et qu'ils se sont dit, merde. Je pense qu'ils étaient persuadés de se dire, mais t'as une coquille vide qui fait rien concrètement d'incroyable aujourd'hui. C'est pas la pépite encore. Exaion, pour moi, est un cheval de Troie pour avoir un accès au mining français, au surplus de capacité française. Marathon, il s'en cache même plus. Au début, il disait non, c'est que pour du HPC. Il s'en cache même plus. Même le ministre, il a dit le minage de Bitcoin est une activité stratégique. C'est pas moi qui le dis, c'est un ministre. Tu vois, je veux dire, on est dans. Donc, en gros, on a EDF qui privilégie des liquidités immédiates. Donc, on parle de 168 millions. On va y revenir sur la proposition de Mara. Hein. C'est pas 168, attention. Hein. D'abord, non, mais après, il y a une option. Mais au départ, c'est 168 avec une option avec 127 de plus. C'est 20 millions pour EDF et 150 millions pour acheter des machines, acheter du matos. EDF prend 20 millions dans la poche. Hein. C'est une augmentation de capital, le reste. Il y a de l'apport en industrie, il y a de l'apport en capital. Mais ce que je veux dire, c'est que EDF, après, on va arriver sur Mara. EDF, eux, aujourd'hui, ils ont une stratégie court-termiste où ils préfèrent privilégier du cash plutôt que de se dire, bon, on va se débrouiller autrement et miser sur une activité stratégique. C'est ça le problème, on est d'accord sur Oui, je pense que c'est complètement ça. Ils sont en train de chercher où est-ce que tu peux faire des économies.
Et je comprends. Je vais donner une anecdote. Ça me rendra pas service, mais j'en ferai une anecdote. Quand on bossait sur les On est, hein on est 8, il n'y a personne, t'inquiète On pas. est 8, c'est magnifique. Quand on bossait sur les barrages, on n'avait pas d'eau potable et ils nous commandaient de l'eau pétillante et de l'eau plate. On avait des grandes palettes qui arrivaient d'eau plate et d'eau pétillante. Et, et ils se sont dit, tiens, tu sais, nous en Alsace, on est comme les Allemands, on boit de l'eau pétillante plus que l'eau plate, beaucoup plus. Et ils se sont dit, il y a un mec qui a dû se dire dans des bureaux, et si on enlève l'eau pétillante des mecs là dans l'Est, peut-être qu'on fait genre 600 € d'économie l'année, tu vois. Enfin, je sais même plus combien c'était. Et ils nous l'ont coupé. Tu vois ce que je veux dire pour une question de budget. Donc, tu vois, je veux dire, il y a des mecs qui sont payés pour chercher des trucs, tu vois, dans cette boîte. J'ai une autre anecdote, elle est folle, elle est vraie. Je sais plus, il y a une compagnie aérienne, ils ont retiré une olive. Une olive de tous les repas de l'année. Tu as Ouais. entendu parler de cette histoire? Non, mais ça fait une fortune en plus. Et ils ont économisé des millions Ouais, avec avec, une olive en moins. avec une olive. Et pour te raconter la suite de l'anecdote, j'étais pas d'astreinte à Noël. Tu sais, tu as les astreintes. Tu dois habiter à 15 minutes du barrage, c'est un problème. Il y a eu un souci et mon chef, il m'a appelé un peu gêné alors que c'était un peu tendu entre nous. Florent, est-ce que voilà, tu sais, il est malade, nanana, je sais. Ouais, en gros, tu veux que j'annule mon Noël et que je vienne. Il fait, si tu peux. Je dis ok, mais je veux pas d'inspection du travail, je sais pas quoi, 8 heures, faut que tu rentres. Moi, j'ai la famille qui est chez moi, tu me laisses m'organiser comme je veux. Je te répare ce putain de problème, mais tu me laisses les mains libres. Ok, donc j'ai travaillé comme un acharné, je rentrais 1 heure manger chez moi parce que j'habitais à côté avec la famille et je revenais. Mais vraiment en mode service public, tu vois, on a fait gagner franchement vraiment beaucoup. Je sais plus combien c'était, mais des centaines de milliers d'euros en 2 jours de taf comme un acharné avec c'est un de mes collègues, Nicolas. On avait travaillé comme des fous furieux, sans s'arrêter, vraiment des malades. J'adore moi les moments de rush comme ça. Et on n'a pas eu un seul merci, on n'a rien eu du tout, tu vois, mais rien que dalle. Et en fait, pour la blague, je suis un peu blagueur, un peu taquin, tu vois, un peu taquin le monsieur. Il y avait un discours des chefs et tout pour les vœux du GEH, le groupement hydraulique et tout. Et les mecs, mon N+1, qui bien sûr m'avait pas dit merci, m'avait pas donné de prime variable, m'avait pas laissé faire mon décolle. Enfin voilà, j'étais en conflit avec lui. Et il me dit voilà, je tiens à remercier Florent Gabriel pour ça et tout. Ah ouais, là il me dit merci, tu vois, mais en augmentation, il n'y a pas de merci. Donc moi je prends la parole et je dis bah, moi je voulais remercier. Alors je te le fais pas, je dis je vais quand même dire merci à quelqu'un. Je vais vous donner un chiffre et à vous de trouver qu'est-ce qu'il représente. Et j'ai dit 1850 ans. Mec, c'est quoi 1850 ans? J'ai dit, bah en fait, j'ai fait le calcul. Ce qu'on a fait gagner à la boîte, là, sur tous les employés, c'est 1850 ans d'eau potable à raison pétillante à raison d'1 litre par jour qu'on a fait gagner à la boîte. Donc voilà, je tenais à vous dire merci à celui qui a trouvé cette idée incroyable d'enlever l'eau pétillante aux petits ouvriers à la con qui sont dans les usines. J'aurais pas trouvé aussi peu cher pour énerver autant les gens. Donc voilà, merci à vous. Mais je veux dire, c'est pour... Bref, on s'écarte de là, on peut pas aller dans le storytelling. On revient au débat, c'est qu'il n'y a pas de complot. Je pense qu'ils ont vraiment voulu vendre. Vraiment, Jérémy. Ils ont voulu vendre sans se rendre compte ce qu'ils étaient en train de vendre. Alors, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses structures, c'est des Titanic. Hein. À bouger, c'est des gros paquebots. Hein. Pas Titanic, c'est peut-être le comparatif, peut-être mauvais, mais... Non, mais je veux bien qu'il n'y a pas de complot. D'ailleurs, moi, j'évite les théories complotistes s'il n'y a pas d'éléments. Là, en l'occurrence, pour l'instant, la seule chose qu'on a, c'est visiblement un manque de vision et un besoin de liquidité immédiate. Ça m'a l'air assez factuel. En revanche, on peut supputer, ça n'engage à rien, que derrière, il y a des intérêts qui nous dépassent et qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a l'expérience, que ce soit Alstom, Technip, etc. On découvre quelques années après qu'il y a évidemment des conflits d'intérêts, de la corruption. Ça, voilà. Dire que c'est possible, c'est pas dire que ça existe, mais c'est pas déconnant de l'envisager. Mais là, il y a peut-être des gens qui savent, Jérémy. Il y a sûrement des gens qui se frottent les mains, qui se disent oh là là, rien. Ça se trouve des deux côtés, ça se frotte les mains. Ah là là, qu'est-ce qu'on les a niqués, et de l'autre côté, ah là là, qu'est-ce qu'on les a niqués. Tu vois, je veux dire. C'est possible, les rétrocommissions existent, mais bon, restons factuels. Oui. C'est qui Mara, pour ceux qui connaissent pas? Mara, Marathon Digital est la plus grosse boîte de minage de Bitcoin et de Kaspa aussi au monde. Voilà, c'est eux. Alors, aussi, deuxième
le deuxième plus grand détenteur corporate de Bitcoin, après MicroStrategy. Ils ont Oui. 53 000 Bitcoins, je crois. Ouais, exact. Ouais. Et à la base, Mara, c'était Marathon Digital Pattern ou un truc comme ça. Et leur job, leur business model, c'était d'acheter des brevets pour attaquer en justice. Leur chiffre d'affaires, ça venait de là, hein, pour attaquer en justice des mecs qui utilisaient déjà ces brevets. Bon, le pouvoir de lobbying, même en France, il est énorme, tu le vois. Je veux dire, il y avait un député, je citerai pas les noms et je conditionne parce que je sais pas jusqu'où ils sont prêts à aller, tu vois, en diffamation ou des choses et tout. Il y avait un événement où il y avait ministre, député et le directeur général de Mara qui étaient conviés à une table ronde. Le député qui a pris la parole contre Mara a été évincé de la table ronde. Parce que c'est Marathon qui sponsorisait l'événement, avec une boîte de lobbying. Et le lobbying est très puissant. On a parlé avec des députés, ils n'ont jamais vu un lobbying aussi puissant, depuis très longtemps. Tu penses vraiment qu'ils rachèteraient une coquille vide, qui prendrait des sociétés comme Amarante pour les épauler, qui sont... Amarante, c'est qui? C'est des anciens cadres de la DGSE, des renseignements, de l'intelligence économique, qui bossent avec eux. Ils bossent avec Forward, c'est une des plus grosses boîtes de, pareil, de lobbying et de relations publiques. Mestraillé, qui est l'ancien directeur, qui est leur senior advisor, qui est l'ex-PDG de Engie. Ça fait beaucoup de taf, ça fait beaucoup de lobbying pour une coquille vide qui perd de la thune, tu crois pas? Ça, c'est sûr. Donc, Marathon, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ils sont lancés dans le minage de Bitcoin. BlackRock, tiens, je te coupe, mais c'est vrai que le commentaire que je viens de voir là, de Fruit de la Passion, BlackRock détient, je crois, 30 ou 34% de Mara. Hein. Absolument. Et ça, pour BlackRock, c'est hyper intéressant parce qu'ils se positionnent avec leurs ETF au nom de leurs clients en tant que gestionnaire d'actifs, mais en prenant un tiers de la participation de Mara, ça leur permet eux-mêmes, en tant qu'entreprise, de s'exposer au minage de Bitcoin. Je te rejoins sur le fait que Trump a évidemment lancé tout ça au moment de sa campagne, etc. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit la finance avec BlackRock ou les industriels comme Marathon, bah, évidemment, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les bitcoins soient minés sur le sol américain. Alors, donc voilà, donc Marathon, en gros, c'est une grosse tôle, on a compris. Alors, leur proposition. Alors voilà, moi j'ai vu, comme je t'ai dit, 168 millions pour 64% d'Exaion, avec une option pour atteindre 75% en 2027 contre 127 millions d'euros supplémentaires. Toi, tu nous dis, c'est hyper intéressant, qu'en cash, ça représente donc 20 millions pour EDF et le reste, c'est de l'achat de machines, c'est ça? C'est une augmentation de capital, ouais, c'est pour investir. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Mais moi, j'ai pas cette info, donc merci, je l'ai pas trouvé cette info. C'est pas pareil du tout. Bah, alors, pour ceux qui sont un peu curieux, parce que je n'ai pas envie de me mettre des gens à dos, regardez les fichiers de la SEC, regardez les fichiers de la SEC, regardez ce qui s'est passé avec les actionnariats, qui a reçu plus d'actions avant que le deal passe, regardez quelles sont les conditions, et dans les conditions, il y a quoi? Et je remercie l'INBI, l'Institut National du Bitcoin, avec Alexandre Satchenko et Bastien, qui ont fait Bastien la semaine prochaine, d'ailleurs. Ouais, il m'a dit, je ne sais pas s'il est en train d'écouter, si tu es là, fais coucou, qui ont fait un travail formidable, un travail que nous, on n'a pas forcément le temps de faire, parce qu'on est aussi patron d'entreprise, on gère beaucoup de choses à côté, et heureusement, enfin, moi, j'ai toujours été, comment dire, j'ai toujours été admiratif des lanceurs d'alerte, des gens qui avaient un contre-pouvoir, même quand le contre-pouvoir me faisait chier, parce que je trouve qu'on a besoin toujours de cet équilibre un peu dans la matrice, tu vois, dans le yin et le yang. Et là, le travail qu'ils ont fait, il est formidable. Ils ont trouvé des lignes que... Moi, je suis pas un mec de détail à lire la ligne, tu vois. Ils ont trouvé des choses. Typiquement, il y a une clause d'exclusivité. Pendant 2 ans, EDF ne pourra pas faire de l'IA, du cloud, du mining, rien. On dit oui, 2 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même lunaire. Alors voilà. Donc, le deal à la base officiel que tout le monde a vu, c'est les millions dont on vient de parler, dont une partie en investissement pour acheter des machines, etc. Et puis on a découvert sous la plume de The Big Whale que, donc le média crypto, qu'il y a une clause de non-concurrence, une clause. Alors, elle est cachée, mais en vérité, s'ils l'ont trouvée, c'est qu'elle était écrite. Donc, soit elle n'a pas été divulguée. Non, elle est écrite. Franchement, elle est écrite. Voilà. On l'avait vu avant que The Big Whale l'a publié. D'ailleurs, The Big Whale, c'est ce que j'aime bien aussi. On aime ou on n'aime pas. Parfois, ils ont fait des trucs que je n'étais pas forcément aligné. Toujours est-il que c'est ce que j'appelle, pour moi, en tout cas, le plus proche du vrai journalisme. Plutôt que juste reporter de la news. Il y a un vrai travail derrière. Ça, j'aime bien, quoi. On est d'accord.
Donc l'idée, c'est que il publie effectivement cette information qui est que pendant 2 ans, et ça, il faudra que tu m'expliques parce que je n'ai pas compris. Pendant Ma, 2 ans, ma ils connexion. De quoi? Je t'ai pas entendu, ma connexion elle a coupé 5 secondes. Non, je disais, il va falloir que tu m'expliques parce que je n'ai pas compris. En gros, tu achètes une boîte aujourd'hui, tu rentres en majorité au capital aujourd'hui, et pendant 2 ans, donc jusqu'en 2027, donc visiblement au moment de l'option qui permet de prendre 75%, donc pendant les 2 premières années, tu interdis la boîte que tu rachètes d'effectuer des activités qui sont celles que tu as prévu de faire. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu prends 2 ans de retard alors que tu es majoritaire au capital, si ce n'est pour, en gros, aller à l'encontre des intérêts du capital restant, ou je sais pas. Je comprends pas, en fait. Et outre le fait, parce que forcément, on peut voir quoi? On dit, ah, les mineurs français, ils se font un marketing gratuit. Ah, les mineurs français, c'est David contre Goliath. Ah, enfin, tu vois, il y a tout. Et en fait, faut ça ne parle pas des autres. Pourquoi, à ton avis, ils mettent cette clause? J'arrive pas à comprendre. Parce que en fait, c'est eux qui perdent pendant 2 ans, parce qu'ils ont 64%. Donc, ça ferait que faire gagner à Exaion des parts de marché, commencer à générer du chiffre d'affaires. Et en fait, pendant 2 ans, ils mettent la boîte en pause. En gros, elle ne peut rien faire. Jusqu'à ce qu'ils aient 75%. C'est ça que j'essaye de comprendre, en fait. Leur job, depuis le début, ces entreprises-là, c'est de tuer tout le monde, entre guillemets, au tribunal. S'ils l'ont mis, moi, je sais peut-être pas pourquoi, mais eux, ils savent. Elle est pas là par hasard. Ils sont pas là par hasard. Ils sont pas là parce que Exaion, c'est le futur fournisseur de Mistral.ai. Ils sont là. Exaion, pour nous, notre vision, c'est que c'est un cheval de Troie pour avoir accès à l'énergie française. Okay. Et les surplus énergétiques français. On va dire oui, mais il suffit que tu te branches. Non, parce qu'en fait, il y a le TURP qui est problématique. Nous, quand on a fait une offre, on a mis des conditions suspensives en face. On ne peut pas se permettre d'acheter un ticket, comment dire, un fonds de commerce ou un pas de porte à 20 millions sans avoir de garantie derrière. Parce que pour le moment, il n'y a rien. Donc, tu ne sais pas ce qui a été négocié derrière. Tu sais, ou peut-être qu'ils n'avaient rien négocié, qu'ils se sont juste dit on va y aller comme ça. Et 20 millions pour nous, c'est que dalle. Et c'est ça notre objectif à terme, c'est d'utiliser le surplus. Tu peux que supputer, puisque on est sûr de rien, on ne sait pas ce qu'il y a eu derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas là pour rien. Ce qui peut être bien, c'est qu'ils ouvrent la porte enfin au mining français. Ça, faut toujours voir le côté positif dans le négatif. Et si nous, à notre échelle, soit on arrive à avoir la contre-offre validée et clairement on a les investisseurs derrière, on n'arrête pas d'avoir des appels, on a des réunions, il y a du monde et franchement, je ne m'attendais pas à avoir un patriotisme économique. Votre proposition, là, j'essaie de comprendre Mara, parce que Mara, ce que j'essaie de... C'est pas simple, mais ce que j'essaie de comprendre en filigrane, c'est que, parce qu'il y a aussi, pardon, je restructure ma pensée. Le risque dans ça, c'est quoi? Je mets 20 millions, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, les 148 millions de plus, c'est de l'achat de machines. Mais ça se trouve, ils ne vont jamais acheter de machines. Est-ce que c'est sûr qu'ils sont obligés de les mettre? On a vu c'est l'augmentation de capital, tu es obligé de les mettre. Si c'est dans le dedans, tu es dedans. Tu peux pas, tu es obligé, Jérôme. Non, sur ça, ils vont devoir le faire. Parce que ça existe des boîtes où tu dis ouais, je rachète la boîte et je m'engage à garder les emplois et finalement je ferme la boîte, mais ça me permet de casser un concurrent. C'est non, pas je pense pas. Je pense que c'est vraiment un cheval de Troie et pour avoir accès à l'énergie et au mining français. Sinon, ils le feraient pas. Et ils mettraient pas autant de pouvoir de lobbying et autant d'énergie dessus. Donc, bref, pour revenir à ça, ce que je veux dire, c'est que il faut rééquilibrer la balance. C'est-à-dire que des mineurs américains viennent en France. Ma foi, on va pas faire le syndicaliste ultra gauche, et pourtant j'étais syndicaliste à l'époque. Il faut rester intellectuellement et factuellement OK. Ça veut dire que si tu permets à EDF de rentabiliser son surplus énergétique, d'avoir quelqu'un qui va le bouffer, why not? La problématique, c'est une exclusivité. La problématique, c'est de faire un monopole. Elle est là, la problématique. Et en vrai, tu vois, on avait la discussion avec Sébastien, je peux en parler, je pense qu'il serait d'accord. On voudrait même pas le faire nous entièrement. Tu vois ce que je veux dire? En fait,
on peut dire oui, patriote, mon cul et tout. Non, c'est vrai. Ça veut dire que ces centrales, elles ont été payées par l'argent de nos parents. Elles ont été payées par les impôts. Elles ont été payées sur des générations, ces centrales nucléaires, ces surplus énergétiques. Dans quelques années, il va y avoir le grand carénage. Tu sais ce que c'est le grand carénage? Ouais, c'est Quand tu la durée de vie des centrales, non, c'est pas ça? Ouais, exactement, ou les démanteler, refaire de nouvelles. Ça va coûter une fortune, ils savent pas comment le financer. Ok. Ils savent pas. Donc la facture des legs des Français va encore monter. De toute façon, les Français, ils sont en train de payer des legs beaucoup plus cher qu'ils devraient, mais ça, c'est un autre sujet politique. Et ça, c'est pas OK, tu vois. C'est pas à nos grands-parents, c'est pas aux autres de payer plus cher les legs parce qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits. Et je pense que là, il y a un mauvais choix qui est en train d'être fait, c'est qu'il y a des milliards à aller chercher qui vont être cherchés par des compagnies privées. Que ça soit Blob, que ça soit Sébastien, que ça soit Mara. Le gâteau, il doit être partagé. Un bon deal, c'est quand tout le monde gagne de l'argent et que personne se fait baiser. Alors peut-être c'est un monde utopiste, mais je pense qu'avec ce que l'on est en train de faire, eh ben, clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un soutien politique comme ça, un soutien des médias comme ça, un soutien du public comme ça. Mais en fait, c'est le public qui fait tout, hein, Jérémy, on ne va pas se mentir. Hein. On voit que ça prend une ampleur énorme. On a des messages, mais ça pleut partout. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à qui on va y revenir sur FlexGrid et tout ça pour comprendre un petit peu, mais d'abord, donc, le marché, moi, ce que j'ai vu, ça représente 150 millions par an. Le marché de la valorisation du surplus d'énergie grâce au minage. On parle de 150 millions par an, donc c'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus ça, non? C'est bien plus, hein. C'est plus? Ah, c'est bien plus. Parce qu'en fait, de l'autre côté, oui, c'est 150 millions par an sur les surplus maintenant, mais les centrales nucléaires, elles sont à 60% de pouvoir de charge. Elles sont à 60% de capacité, les centrales nucléaires. Elles sont au minimum que tu peux aller, quasiment. Mais même si on va au max, on monte à quoi? 200, 250 millions par an? Non, mais je dis pas, c'est beaucoup d'argent. Moi, je préfère qu'on les ait, hein, mais c'est important de comprendre stratégiquement par rapport au défi de l'énergie. Est-ce que ça représente une somme qui est vraiment importante ou est-ce que de toute façon, il va falloir mettre, que ce soit l'État, que ce soit les Français, de toute façon, c'est pareil, hein, il va falloir de toute façon mettre la main à la poche parce que ce que tu parles de grand carénage, le budget estimé, c'est en dizaines de milliards. Donc, oui, complètement. Mais je suis d'accord avec toi. Le chiffre, je ne l'ai pas exactement. Je n'ai pas envie de balancer des chiffres. Balancer un chiffre, on va faire 3 milliards par an. J'en ai aucune idée, Jérémy. On avait fait les chiffres, mais ils changent tout le temps. Ils changent avec quoi? Le prix du Bitcoin, forcément. Ouais, ça joue, bien sûr. Bah oui. Mais si c'est pris par des Américains, donc là, ça pose un problème quand même. Alors, tu nous disais, on ne veut pas le faire tout seul. On est un pays libéral où on accepte évidemment les investisseurs étrangers. Sur ça, on est d'accord. Le problème, c'est quand c'est des Américains et qu'en plus ils sont majoritaires, c'est que tu as l'extraterritorialité du droit américain. Donc derrière, quand tu as un Américain dans la bataille, ben voilà, il y a un problème de souveraineté par rapport aux données. De quoi? Le Cloud Act. Absolument, j'allais en parler, mais si tu veux nous en parler avec plaisir. Parce que vas-y, je te coupe la parole. Non, mais au contraire, vraiment, pour le coup, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je suis un sachant de la veille. Tout ce que je dis, je l'ai étudié il y a 2 jours. Hein. Mais en gros, il y a Cloud Act, c'est-à-dire concrètement, toutes les données faites dans le cloud, dans les HPC, la puissance de calcul pour l'IA, etc., à tout moment, le gouvernement américain peut intervenir là-dessus, est propriétaire de toutes les données qui sont faites. Et derrière, ça peut mener à des amendes majeures, etc. Moi, je prends toujours un exemple pour que les gens comprennent. Dès qu'il y a une transaction dans laquelle il y a les États-Unis quelque part, une personnalité exposée, un dollar américain, une entreprise américaine, peu importe, tu dépends du droit américain et c'est ce qui a mené à BNP à payer des milliards de dollars d'amende parce qu'ils ont transacté avec le Soudan alors même que ce n'était pas interdit dans l'Union européenne. Mais parce qu'il y avait le dollar qui était en jeu, tu dépends du droit américain. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est le plus majeur. Petit pari, Jérém. Combien de temps avant que l'extraterritorialité du dollar s'applique aux stablecoins, USDT et USDC? C'est déjà le cas, mon frérot. C'est déjà le cas? Oui, bien sûr. Là, je suis en retard, tu vois. L'immense majorité des stablecoins, 99% peut-être du marché, c'est des boîtes américaines. En plus de ça, le sous-jacent, c'est du bon du trésor ou du dollar. Donc, je te confirme que c'est déjà le cas. Voilà. Même le stablecoin euro de Circle, puisque c'est une boîte américaine, dans tous les cas, c'est pareil. Voilà. J'ai de l'apprendre, c'est lunaire. En fait, il faut comprendre un truc, et ça, tu peux, par exemple, pas mal le comprendre dans une vidéo qu'a publié Éric Larchevêque sur le sujet, expliquer que les stablecoins, c'est le meilleur moyen pour les États-Unis d'étendre considérablement la zone d'influence du dollar, parce que les stablecoins, ils vont même dans la zone euro, alors qu'il n'y a pas de dollar dans la zone euro.
Tu vois, Ouais. et ça permet aussi, et ça dans la vidéo, tu le comprendras aussi très aisément, aux États-Unis de se financer très facilement, puisque Bah oui, du bon trésor. en fait 60% du backing des stablecoins, c'est des bons du Trésor américain. Bon. Je crois que si Tether était un pays, ça serait le 6e plus gros détenteur de bons du Trésor. Ouais, non, mais 6e, je crois qu'il est 2e. Hein. Parce que derrière la Chine, à mon avis, il est plus que 6e, je crois. Mais on va. Un gros pays. C'est absolument énorme. Alors, donc, on a compris c'est quoi Mara. On a essayé de deviner c'est quoi l'intérêt pour eux de rentrer. Alors là, politiquement, jusqu'à présent, on n'en parlait pas. Non, maintenant si, là oui. J'ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à il y a 3 semaines, un mois. J'ai pas connu, parce que l'accord avec Mara, c'est au mois d'août. Hein. Et en fait, alors c'est normal, c'était des vacances parlementaires. Bon. Le gouvernement est revenu au boulot aux alentours de mi-septembre et début octobre, en gros, donc il y a un mois. Hein. Lequel des gouvernements? Parce qu'il y en a eu plusieurs entre-temps. Ouais, les parlementaires, ça n'a pas changé depuis. Mais, voilà. Mais tu as raison, il y a eu pas mal de changements. Bref, donc en gros, il y a un mois à peu près, le sujet arrive sur la table. Avec, encore une fois, le passif de Alstom, ça a fait un peu de mal, même médiatiquement, ça revient souvent et tout ça. De dire on est en train de perdre un fleuron de l'industrie française au profit des Américains, encore, et il faut réagir. Et là, il y a plusieurs, tu l'as dit, il y a Ciotti, il y en a d'autres, il y a le gouvernement, il y a des médias, The Big Whale, il y a des créateurs de contenu qui en ont parlé. Bref, ça a fait parler, donc ça, c'était plutôt cool, pour dire on ne peut pas se laisser faire. Et jusqu'à il y a une semaine, même pas, tout le monde croit que c'est mort parce que même le Premier ministre a dit c'est pas une activité stratégique. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Exaion ne fait pas d'activité stratégique, de fait. Il pourrait, mais il ne fait pas. Alors, je vais te citer texto ce qui a été dit. Attends. Moi, j'ai souvenir que Le Cornu a dit non, mais peut-être il a changé. Il a dit on ne vend, c'est pas vrai, on vend pas Exaion. On fait une augmentation de capital et on vend 65% des parts. Je vous dis, mec, ok, si tu veux jouer sur la sémantique, tu vois, on peut y aller, mais Jérém, si je vends 99% de Blob et que je dis non, j'ai pas vendu Blob, c'est pas vrai, parce que j'ai encore 1% de Blob, frérot. On est d'accord. Élément de langage du gouvernement. Bon, c'est de la politique, tu vois, nous, c'est pas notre monde. Attends, je vais te trouver exactement. C'est ça qui est intéressant. Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, qui répond à Philippe Latombe. Hein. Vous m'interpellez sur l'ouverture par EDF du capital de sa filiale Exaion qui propose un service de calculateur haute performance et de fourniture d'infrastructures blockchain. Cette société ne fait pas de minage de Bitcoin, activité extrêmement stratégique. Point. Activité hautement stratégique, minage de Bitcoin, ministre de l'Industrie. France 2025. Qui l'aurait cru, Jérôme? Tout le monde bien sûr que c'est une activité stratégique, le minage de Bitcoin. Trump, il y a plus photo, mais il précise encore une fois que comme aujourd'hui, elle ne fournit pas ce service, la boîte n'est pas encore stratégique. L'activité l'est. En fait, il est là le truc. C'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. C'est comme si les mecs, t'as une porte qui est fermée, ça fait X années, t'as des Français qui font s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Les mecs, ils viennent avec un beau cheval, avec des étoiles, avec des feux d'artifice, tout ce que tu veux. Et viens, on embauche le portier, et viens, on embauche lui, et viens, on fait même un super feu d'artifice et une fête pour les enfants dehors. En gros, le lobbying, on est d'accord. Il prend des senior advisors qui connaissent bien l'intérieur. La porte s'ouvre, et les mecs, ils sont en train de miner dans la terre dehors, mais on leur a pas dit qu'il fallait descendre dans la mine chercher l'or, tu vois. Ouais. Donc, oui, mais attends, regarde, les mecs, ils font que des cailloux. Oui, mais parce qu'ils ont pas eu le courage de descendre dans la mine. Sur le constat, on est d'accord. Et évidemment, on n'est pas dupe ici. Et donc, je disais, jusqu'à il y a une semaine, tout le monde se disait, c'est mort. Le gouvernement veut rien faire. Nous, on peut faire quoi? Nous, rien du tout. Et là, on a FlexGrid. Exact. Une initiative porté publiquement par Sébastien Gouspillou, qui est cofondateur de Big Block Data Center, un mineur Bitcoin proéminent, le plus célèbre de France, soutenu par l'Institut national du Bitcoin. Et j'apprends sur LinkedIn que mon copain Florent, il est dans l'histoire. Alors moi, ni une des deux... Je vais te dire, le document a été réalisé par tout le monde en même temps. Il fallait mettre quelqu'un en figure de proue.
ça a été choisi de mettre Seb, c'est très bien. Politiquement, il est plus visible que moi. Je me suis mis en arrière volontairement. Pourquoi ? Parce que je suis quand même un ancien agent EDF qui a utilisé le tarif EDF, tu le sais. Tu vois, comme on est entre nous, autant le dire. De toute façon, s'ils veulent le trouver, ils vont le trouver. Hein. Il y a 10 000 podcasts qui en parlent, donc que j'en parle une fois de plus ou de moins, ça ne changera rien. Et je me suis dit, je suis bon, entre guillemets, à prendre la parole et tout, mais être bon pour prendre la parole à un niveau politique, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? On a déterminé quelle était la personne avec la proba la plus haute pour que ça passe mieux. J'avais pas forcément... On pensait à quelqu'un d'autre, je dirais pas son nom, qui est aussi dans l'INBI, donc il y a 50 personnes, mais qui travaille pour une autre entreprise. Donc c'est toujours compliqué, parce qu'il y a toujours des conflits d'intérêts. Mais effectivement, moi, me mettre en avant, ça faisait pas sens en termes de proba. Et il faut savoir se retirer quand la proba, si c'est toi qui fais baisser la proba de gagner, il faut savoir se retirer. Donc, on fait un consortium, on est plusieurs. Il y a une personne qui nous a rejoint encore. Je la laisserai s'exprimer, elle, quand elle le décide. Donc, je viens déjà spoiler un peu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des femmes, qui est une personne aussi très compétente. Petites femmes, il y en a deux. Il y a Fleuret et Balva. Dans le mining ? Ah, dans le mining, une meuf ? Je connais pas. Eh ben, elle parlera elle-même. Je te dirai rien ici. Et c'est le petit spoiler. Tu l'inviteras. Ouais, t'inviteras elle. Grave, avec plaisir. C'est qui ? C'est Patricia Trumpeter ? Pas du tout. Je sais pas, moi j'ai tapé femme mining Bitcoin. Je te jure. Non, mais moi-même. Quoi ? Julien Fémery. Julien, c'est pas une femme, arrête. À moins que on peut pas confondre l'identité de genre et le prénom, ça va pas, ça colle pas. Non, bien sûr que non. Non, mais c'est qui ? Attends, ça m'intéresse parce que non, mais confondre genre et identité de genre, par contre. Non, mais justement, je voudrais pas mégenrer quelqu'un, mais si Julien est une femme, je te l'enverrai en message privé après. Je vous ferai un groupe ensemble avec grand plaisir pour que. C'est grave parce qu'en fait, tu sais quoi ? Je te dis la vérité et je suis attristé par cela. On me dit souvent, t'invites pas cette femme dans ton émission. Et ben voilà, je suis sûr, elle viendra. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que j'en vois pas beaucoup. Dès que j'en vois une, je l'invite. Arrête donc, je suis sûr que t'es anti-femme, anti-LGBT et antisémite aussi. Antisémite, non, si tu connais une femme qui est dans le mining, j'entends Chloé là, c'est ça ? Non, c'est pas Chloé. C'est qui Chloé ? Phil Mining. Non, c'est pas Chloé. Ok. Bon, bref, on avance. En tout cas, vous êtes combien ? Non, mais d'abord, attends, parce que moi, je veux les coulisses. Regarde, tu sais quoi, Bastien, parce qu'on avait prévu 1 heure ensemble et je vois l'heure qui file. C'est qui a eu l'idée ? De faire un flex grid ? Ouais, en gros, d'où elle vient l'idée ? Une personne, 2 personnes, une... Non, le groupe. On a fait un appel, on a dit on doit faire un consortium. D'accord. Okay. Ça a été porté principalement par l'INBI. Ok, donc ça, alors avec Bastien, on va en parler. Ok, ça voilà. C'est pour ça que je veux pas. Tout le monde, il vient mardi à 10h. Bon, il a fait un travail prévu de longue date, hein, donc c'est vraiment top timing. Il a fait un travail incroyable. On a besoin de ces gens, on a besoin de la DAN, on a besoin de l'INBI. Ils ont fait un taf incroyable. Et là, on a des et c'est quelque chose qu'on veut ouvrir au public, hein, on tient à le dire. C'est-à-dire que l'offre, on veut faire une offre citoyenne et surtout pour les salariés d'EDF qui puissent rentrer au capital aussi. Alors ça, j'ai vu, ça c'est hyper intéressant. J'ai vu entre l'opportunité inclut un actionnariat salarié entre 5 et 20% avec abondement. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient plus que les investisseurs privés. Ouais. Voilà, pour motiver et retenir les talents, créant un écosystème résilient contre la dépossession vue dans ces cas comme Peugeot ou Technip, etc. Donc, vous voulez faire une espèce de, j'exagère, mais une espèce de coopérative pour impliquer les salariés dans cette quête de souveraineté. C'est magnifique, c'est merveilleux. Moi, je soutiens à mort. Alors, le but, c'est pas de faire un Duralex, hein, on est d'accord. Mais oui, ouais. Ça, et je pense que si on veut gagner, il faut les employer. Et il faut qu'ils soient avec nous. Bien sûr. Alors justement, vous êtes en contact avec les syndicats, les trucs, les salariés, tout ça, ouais ? Ouais. Ils sont plutôt positifs là-dessus ? Oui. Ouais, ça c'est cool. Des groupes de salariés qui sont en train de se monter. On a communiqué avec les OS. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas envie d'abattre toutes les cartes dans une. Non, mais dis-moi que ce que tu peux, mon frérot, il n'y a pas de problème. Tu sais, cette vidéo, même si tu dis qu'on est 8 ou 10, elle va être épluchée, écoutez, je te le garantis. Non, mais écoute, de toute façon, moi j'ai mes questions, toi tu as tes réponses. Il y a un truc où tu penses que c'est trop il n'y a aucun problème, moi je force à rien et je suis obligé de te poser des questions. Non, mais bien sûr, tu as raison. Et moi je te dis qu'il y a des trucs où je ne répondrai pas. Tu vois, comme tu dis, ah, mais tu ne me l'avais pas dit.
Ouais. Ah, mais ça, c'est mignon, ça, tu sais très bien. Ok. Bon, écoute, ok, à ton avis, c'est quoi les chances de réussite et surtout, c'est quoi les barrières? Est-ce que Mara peut s'opposer à ça? Est-ce que le gouvernement peut s'opposer? C'est quoi, en gros, le fait que. C'est quoi les barrières? Que je comprenne un peu. Ok, là, ce qui se passe, c'est que la contre-offre a été déposée. On attend d'avoir une réponse. Ensuite, il y a le DG Trésor qui a déclenché une procédure IEF, investissement des étrangers en France. Et on devrait avoir la réponse peut-être dans 10, 15, 20 jours. Et eux ont la possibilité de stopper la vente, de bloquer la vente, s'ils détectent qu'il y a un risque. Voilà. Pour le moment, on en est là. Donc, stopper la vente à Mara. Ouais. Et donc, de façon à vous laisser le temps de vous engouffrer. Ouais. Ou pas du tout. Est-ce que c'est exclusif? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous ou eux? Ou est-ce que ça peut être finalement eux, ils rentrent et vous aussi? Qui, hein? Ah, ça peut être n'importe qui, ça peut être plus. Ouais, effectivement, attention. Hein. Ok. Et c'est qui décide à la fin? C'est le conseil d'administration d'EDF, on est d'accord? Donc l'État, quoi. Je pense. Non, mais oui, de toute façon, Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que le pouvoir, plus ça fait de bruit, plus il y a quelque chose à faire. Il y a fort à parier que tôt ou tard, peut-être Mara vont même nous contacter. Bah oui, non, mais évidemment, évidemment. En tout cas, les amis. Explose soit avec un café, mais ils vont nous contacter d'une manière ou d'une autre. Donc, si jamais ma voiture explose, bon, bah, vous savez. Non, bon, on n'est pas dans Netflix, mais pourquoi pas, attention. Ah, mais tu sais que Tanguy nous a expliqué que, tu sais, Jean-Philippe Tanguy, là, du RN, il explique dans Thinkerview qu'à l'époque où il dénonçait un petit peu les manipulations derrière le rachat d'Alstom, qu'il avait été agressé dans la rue, tout ça. Donc, attention, hein, il y en a, c'est pas le bureau des légendes et tout, c'est pas des conneries. Hein, on le sait très bien. Mais en fait, c'est pour ça que j'admire beaucoup les gens qui. Tu me parlais de proba de gagner. C'était ma dernière question. À ton avis, c'est quoi le pourcentage de chances que vous arriviez à vous positionner au doigt mouillé, hein. Je vais pas te donner de pourcentage, je vais te faire une réponse très politicienne. Si tu savais le nombre de fois où un entrepreneur, on lui a dit c'est pas possible et qu'il a réussi, on serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire le nombre de fois où on m'a dit ce mur-là, tu n'arriveras pas à le détruire, et qu'on l'a détruit et on n'a pas eu le choix. Non, Donc mais moi, je suis un éternel optimiste. Ouais. Je pense que ce que l'on a fait est foncièrement bien. Bien sûr. Ça remet, même si on gagne pas, je veux dire, même si Mara, ça se fait, ils vont être dans le viseur, dans le collimateur, ça va être surveillé, ils vont peut-être réétudier les contrats, peut-être qu'ils vont mieux renégocier EDF, je ne sais pas, peut-être que ça va faire une offre commune et tout le monde va être sur ce marché-là, et EDF aussi parce qu'ils vont prendre conscience de leur manque de confiance d'avoir fait du Bitcoin. Et 100% des mecs qui ont gagné ont joué. C'est-à-dire 100% des mecs qui ont obtenu quelque chose, c'est souvent parce qu'ils ont fait l'extra miles, le truc de plus que les gens ils n'ont pas osé. Parce que c'est sûr, si tu restes dans ton canapé ou dans ton fauteuil à gérer ta ferme de mining et que tu vas pas au combat et que tu te mets pas peut-être en danger ou visible ou ce que tu veux, parce que effectivement, comme tu dis, hein, il peut y arriver des choses. Et ben s'il n'y a pas ce genre de caractère là, un peu peut-être barjot, tu vois, comme Seb, moi, certains et tout, eh ben il y a plein de choses qui ne seraient pas passées comme on veut. On est d'accord. Et de l'autre côté, il faut les mecs de l'ombre, entre guillemets, qui vont te faire les data scientists, tous les calculs dans tous les sens et tout, parce qu'à un moment, tu peux pas être dans tous les combats du monde. Le but, c'est juste que, la France se fasse pas baiser, donc EDF, donc nous. Et bien sûr, qu'on puisse aussi croquer du gâteau. Non, mais à un moment, il faut être honnête intellectuellement. C'est-à-dire, t'imagines, ça a été refusé aux mineurs français depuis je ne sais combien de temps, et là, c'est offert sur un plateau. C'est un truc là. Donc, il y a plusieurs aspects, des aspects déontologiques, des aspects de patriotisme, des aspects aussi d'injustice, clairement. Donc voilà, et voilà. Moi, je suis un ancien fonctionnaire du service public, j'ai pas honte de le dire, je suis un ancien syndicaliste passé capitaliste. Et aujourd'hui, je pense que j'ai mon rôle à jouer, les autres ont leur rôle à jouer dans cette histoire. Et je sais que plus tard, même ce soir, je dormirai bien par rapport à ce qu'on fait. Ok, mon copain. Écoute, d'abord, bravo. Là, tu vois, je relais un commentaire, mais je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront seront d'accord sur le fait que oui, c'était une initiative qui était indispensable.
qu'elle arrive au bout ou pas, limite, vous allez faire votre max, mais de toute façon, tu n'as pas la décision finale. Donc, au moins, bravo pour l'avoir lancé, à toi, à Sébastien, à tous ceux qui font partie de cette Bastien, initiative. Alexandre, Claire, la Dan, tout le monde en fait. Hein. Mais il y a tout un regroupement qui est en train de se faire. Il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ombre pour le moment, je les comprends. Très bien. Non, non, mais tu as raison de nommer ceux qu'on connaît dans l'émission et ceux qu'on ne connaît pas. Évidemment, ils sont les bienvenus avec. Ils ont envie d'être devant. De quoi? S'ils ont envie d'être devant avec leur nom. Bien sûr, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on invite tout le monde. Et voilà. Alors, en tout cas, donc bravo d'abord. Merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer un petit peu tout ça. Nous, on va continuer de vous soutenir avec les faibles moyens qu'on a, c'est-à-dire la notoriété, le relais sur les réseaux sociaux. C'est énorme, hein. La pédagogie, la vulgarisation, évidemment. Et puis, écoute, on va se tenir au courant, évidemment, de la suite des événements. Mon Florent, je te réinviterai, toi, mais peut-être pas tout seul, d'ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Hein. Tiens, la femme mystérieuse en question, pourquoi avec grand plaisir. Et puis, je vais te souhaiter une belle journée à toi. Merci d'être passé, d'avoir bousculé ton agenda pour te libérer, pour venir nous raconter tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao, Jérôme. Mon Florent. Bisous, bisous. Bon, les amis, normalement, après ça, cette histoire n'a plus de secret pour vous, sauf ceux qu'on ne nous a pas révélés à nous-mêmes. Hein. Je vous souhaite à toutes et toutes de passer un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de mettre la cloche, un commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir aussi la chaîne, c'est important, sur le Tipeee ou sur les wallets que vous trouvez en description. La semaine prochaine, il n'y aura qu'une seule émission. Mardi, je serai justement avec Bastien, le cofondateur de l'Institut national du Bitcoin. Donc, c'est parfait au niveau du timing, puisqu'on va reparler de cette histoire, mais on parlera aussi de bien d'autres choses, les liens notamment entre Bitcoin et la politique et les politiques. Et après, je serai en vacances pendant quelques temps. Donc, vous ne verrez plus ma tête. Donc, il y en a qui vont avoir des vacances, d'autres peut-être… je vais leur manquer et je serai de retour à la fin du mois. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.